Alors, déjà de quoi on parle, de quoi on va parler ce soir? On va parler des robots anthropomorphes. Donc les robots anthropomorphes, c'est ceux qui ont un petit peu pour objectif de nous ressembler. Alors pourquoi cela nous intéresse particulièrement? Parce que d'une part, ce sont des robots qui auront la bonne caractéristique de s'adapter à l'univers dans lequel on vit et qui est basé autour de nous, nos appartements, nos maisons, notre lieu de travail. Et du coup, c'est quand même très pratique d'avoir des robots qui ont les mêmes capacités au sens large, mais on reviendra à ce que sont ces capacités. Ensuite, il y a quelque chose d'un peu à part, qui est qu'on a une certaine fascination sur le fait de pouvoir créer des êtres artificiels, et si possible qui nous ressemblent, voire même qui sont encore mieux que nous. Donc il y a ce côté un petit peu de l'ordre du fantasme, hein, que citait Gérard. Et puis après, ça amène à d'autres choses, sur le fait, peut-être aussi que c'est l'occasion de se dire, on aimerait bien voir ces robots qui, dans certains cas, permettraient à certains d'échapper à la solitude, d'avoir des relations sociales avec des êtres artificiels, qui auraient des belles propriétés sur le fait qu'on peut les soumettre, les rendre admiratifs, les éteindre. Et là on se dit, oula, c'est peut-être quand même quelque chose qui peut être intéressant en soi. Et puis il y a autre chose auquel on pense pas, mais qui pour nous scientifiques est souvent l'élément un peu important, et en tout cas dans mon équipe, dans mon laboratoire, on s'intéresse beaucoup à ça. C'est qu'une chose qui est importante avec les robots, et si on veut que ces robots soient à côté de nous, il faut qu'on puisse comprendre quelles vont être leurs actions, quels vont être leurs comportements. Et du coup, plus ces robots sont proches de nos propres comportements, de nos propres attitudes, et plus c'est simple. Essayez d'imaginer comment on va traverser une gare en heure d'affluence, et imaginez qu'il y ait des robots, comment est-ce qu'on fait pour passer là-dedans, comment est-ce qu'un robot peut passer à travers une foule, et du coup on comprend bien que ça nécessite que ces robots aient les mêmes façons de penser, les mêmes façons de communiquer leurs décisions que nous. D'où le fait que voilà, on veut des êtres robotiques qui nous ressemblent et qui expriment et qui décident comme nous, de manière à ce qu'on puisse interagir le plus simplement avec eux. L'humain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on associe généralement comme capacité aux humains? D'une part, il y a le fait de prendre des décisions, donc on a des capacités logiques et décisionnelles, on a des capacités motrices, dans le fait qu'on est capable de se déplacer nous-mêmes, d'aller manipuler des objets. On a des capacités sensorielles qui vont nous permettre de voir ce qui se passe ou de comprendre ce qui se passe. Et ça, ces trois premiers points, ça définit un petit peu la base de ce qu'on a besoin pour faire des robots qui soient utiles. Un robot utile, il faut qu'il prenne des décisions, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, il faut qu'il puisse comprendre un peu ce qui se passe dans son environnement. Et puis après, on a autre chose, là, qui du coup est vraiment à part, qui sont des capacités sociales. La capacité sociale, c'est le fait que, entre nous, on est capable de dialoguer, de se comprendre, d'interagir, de passer du bon temps. Et cette capacité sociale, elle est quand même très utile, et ça serait bien que les robots aient aussi ces capacités sociales. Et contrairement aux autres, ces capacités sociales sont liées à nous. Et du coup, nous, on n'est pas les mêmes qu'on vive en Europe, en Asie, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux. Et du coup, ces capacités sociales, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de complexité derrière. Et puis enfin, on a cette particularité de ce qui est de ces capacités d'apprentissage et d'adaptabilité. Et du coup, quand on veut s'intéresser aux robots anthropomorphes, en fait, il y a tout ça derrière. Et en fait, c'est un peu, on veut qu'il y ait tout ça derrière ce robot anthropomorphe. On veut que il nous ressemble parce que c'est quand même sympathique pour les capacités sociales, et on veut qu'il puisse interagir avec notre environnement, et on aimerait bien pouvoir lui parler et qu'il comprenne ce qu'on lui dise et qu'il puisse agir en conséquence. Alors, où est-ce qu'on en est plus concrètement aujourd'hui? Les premiers robots dits anthropomorphes, c'est dur forcément à se le représenter, mais c'est ce qu'on voit là, c'est le robot industriel. À partir du moment où on a mis suffisamment d'axes sur un bras robotique, on a dit que ce bras était anthropomorphe dans le fait qu'il était capable de prendre des objets comme on le ferait nous-mêmes. Ça, c'est déjà un robot anthropomorphe. Mais c'est pas forcément très sexy, et c'est pas forcément à ça qu'on pense tout de suite. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les robots qui sont représentés là. Alors je vais vous passer une petite vidéo que je vais commenter à la volée sur qu'est-ce qui s'est passé en termes de robotique anthropomorphe, de quoi on parle. Alors, j'ai dû faire une sélection, on n'a quand même pas beaucoup de temps, donc ça a été très difficile pour moi. C'est pas dans cet exercice, de limiter les choses que je suis le plus fort, mais voilà, j'ai fait un effort de violence, donc forcément il y a plein de choses que j'aurais pu vouloir vous montrer que je ne vais pas vous montrer. Alors, le début du travail, on va dire, qu'on va réellement appeler anthropomorphe, c'est ce qui a débuté au Japon dans les années 80. Et là, la question était, on aimerait bien faire des robots qui soient capables de se déplacer dans notre environnement, qui aient des capacités motrices dans notre environnement. Et pour faire ça, un des problèmes qui a été décidé d'être résolu à ce moment-là, c'est le fait de faire des robots qui puissent marcher, se déplacer dans nos environnements, et en particulier qui puissent monter des escaliers. Alors, il y a un grand débat en robotique sur est-ce que les robots doivent marcher, rouler.
Il y a souvent un cycle, hein. Des fois on dit il faut à tout prix qu'il marche, après on dit non mais c'est pas important, il faut qu'il roule. Mais il faut bien comprendre que si vous voulez faire un robot de service à domicile, dans un domicile lambda qui peut être conçu n'importe comment, la seule solution c'est un robot qui ait exactement les mêmes caractéristiques que nous. Sinon c'est impossible qu'il puisse se promener dans les mêmes environnements que nous. Donc même si c'est pénible d'avoir des robots qui marchent, en final c'est quand même la seule solution. Alors sur ces vidéos qui passent là, on voit l'évolution. Et là, on arrive dans les années 96-97, et là, ça y est, on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on s'attendait à avoir au sens du robot anthropomorphe. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les problèmes d'automatique sont globalement réglés. C'est-à-dire que tout ce qui est contrôle-commande pose plus vraiment de problème. Ça veut dire que des gens savent faire, ça ne veut pas dire que tout le monde sait faire, mais en gros, les problèmes sont résolus avec un certain nombre d'outils mathématiques et leur mise en œuvre avec des puissances de calcul, mais en gros, on a réglé le problème des déplacements mécaniques grâce à l'évolution des théories autour de l'automatique en particulier. Et donc là, on voit ce robot Asimo qui est le fer de lance de cette robotique, et qui nous vend un avenir de ce robot de service un peu universel qui sait tout faire. Mais pour les gens qui ont pu avoir la chance de côtoyer ce robot Asimo, il y a un centre à Bruxelles, hein, je suppose que tu y es déjà allé, Peter, où on peut les voir en action. En final, ça fait quand même pas grand-chose, parce que oui, ça se déplace sur des choses prévues, mais en final, il fait pas grand-chose qui n'a pas été relativement bien scripté. Il nous faut quelque chose qui est de prendre des décisions, et ces décisions, c'est relativement complexe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 2010 ? Donc, on quitte un peu la robotique, et on s'intéresse plus à l'IA et à l'informatique, et là, ce que vous voyez sont des images de l'intelligence artificielle Watson, qui, en fait, participe au Jeopardy américain, qui est une espèce de question pour un champion, mais un peu plus compliqué, parce que la façon dont sont formulées les questions-réponses est plus compliquée que notre question pour un champion. Et en gros, là, on a le robot Watson qui est capable d'exploser les meilleurs joueurs humains à ce jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est capable de faire quelque chose qu'on va appeler intelligence artificielle, mais ça ne veut pas dire qu'elle est si intelligente que ça au sens imaginaire. Mais en gros, elle est capable de comprendre des questions en langage naturel qui sont extrêmement complexes, et elle est capable d'y répondre, alors que répondre à ces questions nécessite une connaissance globalement assez complète de ce qu'on pourrait trouver sur Wikipédia. Donc là, c'est vraiment le vrai démarrage de se dire, voilà, là on a réglé quelque chose qui est qu'on peut faire une intelligence qui est capable de répondre à des questions aussi complexes soient-elles. Alors maintenant, on revient un petit peu du côté mécanique, et là on voit le robot Atlas. Donc le robot Atlas, c'est un peu aujourd'hui le fer de lance de la robotique, société Boston Dynamics. Et donc là, vous voyez ce qu'on sait faire aujourd'hui. Ce sont des images réelles. Alors, une grande magie de la robotique, c'est que quand on vous montre une vidéo, vous ne savez pas combien de prises ont été faites, vous ne savez pas combien de temps un ingénieur a peaufiné la démo pour que ça marche. Hein, donc, ouais, c'est génial, mais en final, une vidéo, ça suffit. Enfin, faire une vidéo, c'est un gros challenge, mais c'est pas parce qu'on a fait la vidéo que finalement on sait faire des robots qui marchent réellement. Ça suffit pas, les vidéos. Il faut de la situation réelle. Croiser un robot dans un centre commercial, c'est autre chose comme démonstration que de voir une vidéo sur YouTube. Donc là, en tout cas, vous voyez que ça nous montre quoi? Ça nous montre que globalement, le côté automatique, c'est réglé. C'est-à-dire la question de est-ce qu'on sait faire un robot à apparence humaine qui est capable de se déplacer dans un environnement réel? La réponse est oui, à un détail près, qui est la consommation énergétique. Donc oui, on sait faire, mais c'est quand même pas si simple. Voilà. Donc voilà là où on en est aujourd'hui. Sur ce qui est, est-ce qu'on est capable de faire un robot qui aurait des caractéristiques, on va dire mécaniques, équivalentes à un individu? Oui. Est-ce qu'on est capable de le faire avec une équivalence énergétique? Non. Alors, ouais. Là, ce qu'ils nous montrent, ils sont quand même sympas chez Boston Dynamics, ils vont quand même nous montrer que des fois, ça marche pas si bien, et ils vont nous montrer aussi que des fois, ça marche pas. Et ça, c'est bien qu'ils le fassent, de montrer que oui, ça marche, mais seulement dans certaines situations. Là, maintenant, ce que je vous montre, c'est un peu la fusion de ces mondes entre ce qu'on a vu côté Watson, analyse de données, prise de décision, et derrière, vers quoi on tend. Donc, là, ce qu'on voit, ce sont des images de ce qu'on appelle des actodroïdes, donc des acteurs droïdes, dans lesquels il s'est passé aussi beaucoup de choses. Et là,
autant le robot Atlas, c'est un super outil mécanique, autant il n'est pas super expressif. Là, ce que je vous montre, c'est un peu où on en est sur le robot expressif, donc on n'est plus sur la capacité sociale du robot. Comment on est capable d'être dans une logique, d'avoir une bonne interaction, et du coup, on veut quelque chose qui ressemble le plus possible à un humain, qui développe de l'émotion, qui, si possible, comprend nos questions comme Watson en langage naturel, nous y répond tout en associant l'émotion logique qu'on attend dans une conversation. Donc là, j'ai choisi des images où je ne vous mets pas en avant le phénomène de ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, qui sont les robots super dérangeants, qui ressemblent mais qui sont pas si bien faits. Et du coup, il y a une sensation un peu de malaise quand on les voit. Là, on est quand même sur des robots qui sont tellement ressemblants qu'on a passé le cap de la vallée de l'étrange. C'est-à-dire que vous n'avez pas une sensation de malaise quand vous voyez ça, vous croyez que c'est réel. Alors maintenant, pour revenir un petit peu quand même sur du plus... où on en est aujourd'hui, voilà, ça c'est un petit peu ce qu'il y a de mieux aujourd'hui comme robot. C'est un robot qui est développé en Allemagne. L'idée, c'est de faire des robots qui soient capables d'aller sur Mars et de pouvoir organiser des habitats, etc. Et là, vous voyez, dans des situations assez concrètes, ce que serait capable de faire ce type de robot. Une chose qui est aussi importante sur ces robots anthropomorphes, c'est l'idée de dire qu'ils vont travailler avec les mêmes outils que nous, donc on n'a pas non plus le problème que si on met un humain à la place, on est toujours sur les mêmes outils. Ça, c'est quand même une caractéristique super intéressante. De se dire que si le robot tombe en panne, on peut prendre le relais sur les outils parce que c'est les mêmes outils. On n'est pas non plus trop dépendant de la machine, c'est aussi une caractéristique intéressante. Alors, maintenant que je vous ai montré un petit peu où on en était, je vais vous proposer de vous parler un petit peu de ce que pourrait être l'avenir. Et plutôt que de vous en parler, on va essayer de s'imaginer plus concrètement à quoi ça pourrait ressembler. Alors, vous avez ici le robot Pepper. Tu es là, Pepper ? Alors, je vous propose un peu une mise en situation de à quoi pourrait ressembler l'avenir, et en particulier à quoi pourrait ressembler d'ici quelque chose comme une dizaine d'années ou une quinzaine d'années une situation dans un environnement de travail. Bonjour, chef. Bonjour, Raoul. Je vous ai fait venir pour votre entretien annuel. Ça fait 3 ans maintenant que vous êtes chef d'équipe, et pour être tout à fait sincère, votre style de management commence à nous poser des problèmes. Ah bon, pourtant mon personnel ne se plaint pas. Ouais. Avec vos 5 opérateurs humains, ça va à peu près, mais vos 4 robots, eux, n'en font qu'à leur tête. Vous manquez d'autorité, mon vieux. Pourtant, vous m'avez équipé à Noël d'un nouveau logiciel de management américain, le top du top. Ouais, justement, c'est depuis que ça va mal. D'ailleurs, on va regarder dans le détail votre grille de notation. Organisation, je vous ai mis C-. L'année dernière, vous aviez B+. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, l'organisation, c'est votre point fort à vous, les robots. Je sais, mais comme vous ne me trouviez pas assez créatif, vous m'avez réglé la créativité à niveau 7. Il paraît que je n'avais pas d'idées innovantes. Et avec une créativité réglée au niveau 7, forcément j'ai du mal à m'organiser. Vous êtes gentil, mais normatif, créatif, même nous les robots, on a du mal. Ouais, vous êtes sûr qu'on avait réglé la créativité à 7? Non, mais ça doit être un bug. Un petit chef, on vous demande pas d'avoir des idées. Créativité à 7 pour un chef d'équipe, c'est vraiment n'importe quoi. Même au comité de direction, on regarde bien de les régler si haut. Hein. Bon allez, on va vous remettre à 2. Vous dites que j'ai plus de mal à manager les robots que les humains. C'est peut-être pour ça. Je crois bien que mes robots, on les avait réglés à 5. Ah ouais, pas étonnant qu'ils fassent n'importe quoi. Avec vos humains, vous n'avez pas ce type de problème? Ah ben non, eux ils savent depuis toujours qu'un opérateur, ça doit pas avoir d'idée. Faut dire aussi que l'an dernier, le mot d'ordre de la direction se résumait en 3 règles. Innover, innover, innover. Moi j'étais contre, hein. Je savais que ça allait mettre la pagaille. Et cette année, c'est quoi le mot d'ordre? Cette année, c'est réguler, contrôler, sanctionner. Ah bon, dites donc, ça change les réglages, ça. Pour nous les petits chefs robots, c'est pas un problème. Mais mes collègues humains, comment ils font pour s'adapter à la politique du jour? Ouais, m'en parlez pas. Heureusement qu'à chaque départ à la retraite, on les remplace par des robots. En fait, on garde les humains pour les emplois d'exécution. Mais de plus en plus, le management est confié aux robots. C'est plus fiable. Sauf si on se plante dans les réglages. Oh, Raoul, la direction ne se plante jamais. Elle change de priorité stratégique, c'est pas pareil. Bon allez, on continue la grille de notation. Communication, je vous ai mis B+, l'année dernière vous aviez C. C'est bien, vous avez amélioré quoi? J'ai
j'articule mieux et j'ai perdu l'accent ch'timi. Vous vous souvenez, je suis née dans un atelier à Roubaix et le type qui m'a programmé était un vrai ch'ti. Ouais, eh ben faites quand même attention, hein, parce que si c'est le CPE de Lyon qui vous modifie vos réglages, vous allez pas tarder à y barjaffer avec l'accent de la Croix-Rousse. Hein. Oh, vous y croyez, vous les gonnes, que l'accent canus, ça s'attrape comme la grippe. Ouais, bon, en tout cas, pour un humain, c'est vite fait. Bon, en tout cas, Raoul, je tenais à vous féliciter, parce que s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que vos équipes sont globalement contentes de vous, et, ben voilà, c'est vraiment bien. Vous allez me féliciter, moi? Allez, bras m'en tombe. C'est vrai que j'adore mettre une bonne ambiance dans mon équipe. Oh? Alors, voici mon petit morceau de musique du moment. Au fait, un grand merci à Jacques Premier pour le texte de cette petite scène. Écoutez-moi ça. Je vais enfin pouvoir danser. Ok. Alors, c'est parti.